Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde, effectivement, qui va évoquer le rôle des fédérations dans la lutte contre les discriminations. Avec moi, Marie Patouillet, que je vous propose d'applaudir parce qu'elle est quand même vice-championne du monde de paracyclisme. Double médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo et en pleine préparation pour Paris 2024. C'est bon ? C'est tout bon. C'est tout bon. Frédérique Jossinet, qui est vice-présidente de la Fédération française de judo en charge de la haute performance, qui a également été, vous vous en souvenez, vice-championne olympique de judo dans une ville qui doit s'appeler Athènes, qui connaît un petit peu l'olympisme, et qui est également directrice générale de l'Humanfab, qui est un centre d'expertise du sport, de la santé et de l'industrie, qui doit être installé du côté d'Aix, si je ne m'abuse. Entre autres, il y a un deuxième centre qui est aux Champs-Élysées, en bas, au rond-point des Champs-Élysées. C'est pas très loin. Je vous propose d'abord d'aller tout de suite dans le sujet pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une discrimination, notamment dans le sport. Marie Patouillet, pour vous, c'est quoi une discrimination ? J'ai envie de dire quels sont les exemples de discrimination auxquels vous avez dû faire face. Pour moi, une discrimination, c'est quand on va traiter deux individus dans le même secteur d'une manière différente, en mettant un supérieur à l'autre. Il y a des discriminations assez classiques qui vont être le sexisme, qui vont être LGBTQIA-phobie, et je dis bien toutes les lettres parce qu'il y a dans toute cette catégorie-là, il y a l'homophobie, il y a la lesbophobie, il y a la transphobie, il y a aussi le racisme, il y a aussi le validisme, et puis si on va sur Wikipédia, il y a toute une longue liste de discriminations qui existent, mais ces quatre-là sont assez fréquentes dans le sport. Moi, il y a une phrase qui résume assez bien ça, c'est quant aux Jeux de Tokyo, à mi-parcours, donc entre la piste et la route, parce que je fais les deux, je demande à mon staff d'avoir une ambiance un tout petit peu moins sexiste, parce que les remarques de stéréotypes sexistes ou les blagues qui font rire tout le monde, sexualisant la femme, que ce soit moi, une autre athlète ou une femme lambda de l'organisation, me sont un peu lourdes pour réaliser mes performances. Et on me répond tout simplement que si je ne voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Frédérique Jossinet, vous avez eu des remarques de ce type-là, ou en tout cas vous avez été confronté dans votre carrière d'athlète de haut niveau à ce sexisme ou à ces discriminations ? Alors déjà, je rejoins Marie sur les formes de discrimination qu'on rencontre très souvent dans le sport, bien évidemment, mais dans la société, évidemment, en général. Aujourd'hui, c'est encadré quand même, hein. On le répète, mais on ne le dit pas assez. Il y a un certain nombre c'est encadré par la loi, il y a un certain nombre d'éléments discriminants qui sont posés dans cette loi. Il y a plus de 16 critères discriminants. Voilà, donc c'est quand même bien aussi de le souligner parce qu'il faut s'y référer. Oui, le sport n'échappe pas à ce qui se passe dans la société. On l'a dit souvent aussi qu'au départ... il y a quelques années, le sport a été fait par des hommes pour des hommes. Maintenant, on est à un peu moins d'un an des Jeux avec une représentation des athlètes sur l'OLI, l'olympisme, à 50% d'athlètes féminines et 50% d'athlètes masculins. Après, ce qu'on s'aperçoit aussi, une fois qu'on a dit ça, c'est l'environnement, l'écosystème qui gravite autour du sport, bien évidemment, mais aussi des équipes de France... que ça soit masculine, mais bien évidemment aussi féminine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'encadrants qui amènent et qui sont amenés à s'occuper d'athlètes, des jeunes et des moins jeunes, des équipes olympiques et paralympiques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encadrants qui sont masculins pour encadrer aussi des féminines. Voilà, c'est un petit élément. Dans le staff, il faudrait davantage de femmes ? Moi, je dis déjà que les hommes, les femmes, on est complémentaires, ça c'est sûr. On est meilleurs quand on est ensemble, parce qu'on n'a pas la même perception des choses, on n'a pas la même façon de réfléchir, d'appréhender, d'accompagner. Mais c'est sûr que quand on va continuer, parce qu'on en vient quand même, ça a déjà démarré, mais quand on va accélérer cette féminisation de l'encadrement, notamment sur le sport perf, oui, je pense que peut-être qu'il faut poser la question à Marie, combien de femmes il y a dans ton encadrement aussi, mais bon, en général, il y en a pas beaucoup. Alors Marie, on pose la question, il y a combien de femmes dans votre encadrement ? Dans le staff fédéral, donc, qui nous accompagne en compétition internationale,
Cet été, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en avait une qui était là sur la piste et qui a switché avec une kiné sur la route. À Tokyo, il y en avait 0. Sur un effectif de combien à peu près? Je dirais entre 6 et 8. Donc 1 sur 8 ou 0 sur 8. Mais au-delà de l'apport d'un staff féminin en fait, pour les athlètes féminines, même un athlète masculin devrait avoir le choix, dans le contexte de la réalisation de sa performance, de pouvoir s'adresser à un homme ou à une femme en fonction des sujets, en fonction de la sensibilité, en fait en fonction de... Oui, c'est ça, de sa sensibilité. Je crois que Marie, vous incitez davantage aussi sur l'aspect éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le citiez, Frédéric, 16 critères de discrimination. Je pense que si je fais un tour de table, personne ne peut citer les 16. Moi-même, j'aurais du mal. Est-ce qu'il y a une éducation à faire, Marie, sur les discriminations qui touchent les femmes, mais qui peuvent toucher aussi plein d'autres les homosexuels, plein de communautés? Oui, en fait, je pense que c'est important de rappeler le rôle éducatif d'une fédération, que ce soit au niveau amateur ou que ce soit dans le haut niveau. Un staff montre l'exemple pour les athlètes et les athlètes montrent l'exemple pour le sport amateur. Et en fait, pour moi, la base, c'est d'avoir un peu d'humilité et de reconnaître que les normes dans lesquelles on a chacun et chacune été construites ne sont pas forcément OK, sont pas forcément, aujourd'hui en tout cas, ne le sont plus. Et juste de dire, je vais déconstruire ce que j'ai appris et je vais apprendre à reconstruire différemment. C'est-à-dire que les blagues sexuelles qui passaient avant, qui faisaient rire tout le monde, sauf peut-être la personne concernée, aujourd'hui, en fait, c'est plus OK. Il suffit juste de se dire que je vais arrêter de les faire. On peut rire de plein d'autres choses sans être discriminant. Et ça nuit à votre performance d'athlète de haut niveau? Oui, aujourd'hui, on parle de santé mentale, on parle de prépa mentale, on parle de suivi psychologique. En fait, j'ai passé l'année à travailler avec ma prépa mentale, mes facultés à passer au-delà de ces blagues, à passer au-delà de cette tendance sexiste. Qu'est-ce qu'il en sera le jour où je pourrai me focaliser sur la réalisation de ma performance? Vous serez médaille d'or. Je l'espère. On vous le souhaite. Frédéric, vous êtes vice-présidente à la Fédération française de judo. Vous avez connu une autre fédération française de football. Est-ce que les fédérations, de par le programme de formation qu'ils ont auprès des encadrants, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés à ce problème des discriminations? Au-delà de l'apparat et au-delà, on va dire, du PDF qu'on va mettre sur le site internet. C'est très bon ça. Non, clairement non. Je ne citerai pas toutes les fédérations. Pas une en particulier non plus. Il y a des fédérations en effet qui prennent le sujet à le bras-le-corps, d'autres qui ont besoin de détonateurs aussi. Pourquoi, je vous coupe, pardon, celles qui prennent le sujet à bras-le-corps, selon vous, pourquoi? Ça tient à quoi? Ça tient à la gouvernance. On sait le pouvoir de la gouvernance sur l'état d'esprit des projets au sein de la fédération et comment ils vont être accompagnés et quelles sont surtout les priorités de cette fédération aussi. Donc je pense que ça tient beaucoup à la gouvernance. C'est-à-dire ça tient à l'état d'esprit des gens qui sont présidents, vice-présidents? Pas qu'à l'état d'esprit, je pense que déjà dans les fédérations, on ne va pas reprendre tous les modèles des fédérations, mais il y a souvent la plupart du temps des comités exécutifs. On a un président, quelquefois, mais très peu des présidentes. Et puis on a des membres de ce comité exécutif qui vont aussi porter des thématiques. Nous, chez France Judo, c'est vrai qu'on en a fait des thématiques, de cette thématique, une priorité, déjà dans notre campagne, quand on a voulu aller chercher la Fédération française de judo. Et puis après, on a nommé, pas un élu, mais des élus en charge de cette thématique pour qu'elle l'accompagne et qu'ils accompagnent les projets à tous les niveaux, bien évidemment à la tête et au niveau national de la fédération, mais aussi sur tous les territoires. Et donc, ça veut dire les clubs, ça veut dire les départements, ça veut dire les ligues. Mais ça veut dire que dans un club de judo, aujourd'hui, il y a un moment donné dans la préparation, dans la formation des enfants, si je prends les enfants, des athlètes de haut niveau, il y a, oui, il y a une formation. Un moment, il y a une formation de lutte contre obligatoire. la discrimination. Obligatoire. Contre les discriminations, contre les violences sexuelles. Il y a une formation obligatoire qui est diligentée par la fédération, accompagnée par la fédération et qui est mise en place par la fédération à tous les niveaux. Là où ça ne se fait pas, quels sont les freins, selon vous? Vous qui connaissez encore une fois un peu les arcanes et qui... La volonté politique. Encore une fois, je pense vraiment que la gouvernance y est pour beaucoup. On sait que l'impulsion
l'impulsion de la gouvernance dans une fédération est très importante en fait pour accompagner les projets et encore une fois donner des directives et en faire des priorités. À partir du moment où il n'y a pas de volonté politique, bon, évidemment le sujet est mis de côté. Marie Patouillet, dans votre quotidien, dans le paracyclisme, vous avez fait état de problèmes de discrimination, de problèmes de blagues. Vous avez pu en parler avec vos partenaires, votre membre, vos encadrants. Est-ce que ça a changé ? Alors, dans mon quotidien, moi, les personnes qui s'occupent au quotidien de moi, c'est des gens que j'ai choisis et j'ai la chance d'avoir un environnement extrêmement bienveillant où il y a vraiment zéro discrimination, que ce soit avec mon entraîneur, mon préparateur physique, ma préparatrice mentale. J'ai aucun problème là-dessus, ce qui me montre bien qu'en fait, c'est possible de s'entraîner dans un milieu qui n'est pas discriminatoire. Il faut rappeler que le sport de haut niveau reste quelque chose de discriminatoire. Chaque athlète qui est sportif de haut niveau signe, mais pour une discrimination, qui est celle de la performance, qui est celle de celui qui sera meilleur montera sur le podium. Et la seule discrimination qu'un athlète devrait subir quand il est sportif de haut niveau, c'est celle-là. Et il est OK avec ça. Tout le reste, les autres discriminations ne devraient pas exister. Donc j'ai un modèle autour de moi qui montre qu'il peut ne pas y avoir de discrimination. Est-ce que je les ai racontées ? Oui. Est-ce que je les ai mises par écrit ? Oui. Après, je pense que il faut remettre aussi le sportif de haut niveau en carrière dans son contexte. C'est rare, un sportif qui parle ou une sportive qui parle. C'est rare parce que derrière, il y a des sélections, derrière, il y a des sponsors, il y a certaines pressions qui font que parfois, on préfère ne pas parler et faire son truc dans son coin, quitte à apprendre à gérer tout seul ces discriminations. Et je pense que la première étape, c'est juste d'écouter. C'est ne pas minimiser la parole de l'athlète quand il ose ou qu'elle ose prendre la parole. Et c'est aussi peut-être, le CPSF a développé ça, qui s'appelle une règle qui s'appelle règle au sport. C'est une règle de bien-être qui est une échelle de 0 à 10, de 0 à 20, un peu comme quand on évalue la douleur de 0 à 10, qui permet d'évaluer dans des zones vertes, jaunes et rouges le bien-être de l'athlète sans même qu'il soit vraiment capable de définir exactement ce qui l'a mis mal à l'aise. Ça peut être un regard, ça peut être un chuchotement qu'il perçoit comme quelque chose à son encontre. Et cette règle-là qui a été faite par le CPSF, pourquoi pas la mettre sous forme d'application ? Pourquoi pas faire remplir tous les athlètes de manière anonyme et la faire traiter par une instance différente de la fédération pour voir quel est l'état d'esprit des sportifs à la fin d'un stage, à la fin d'une compétition et voir la réalité des choses en fait. Vous disiez le sport de haut niveau, c'est discriminatoire. Effectivement, on va choisir un tel parce qu'on pense qu'il va pouvoir faire une médaille ou qu'il va pouvoir être sélectionné dans l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres discriminations qui sont institutionnalisées ? Je pense notamment au salaire des sportifs, en l'occurrence, par rapport au salaire des sportifs. Est-ce que les fédérations, Frédéric Jossinet, ont fait quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de discriminations qui, on l'a dit en introduction du sujet, qui reviennent assez souvent. Dans le sport féminin, on parle souvent des salaires. Et on va être clair aussi sur le sujet. On parle beaucoup des ressources économiques sur le sport féminin, essentiellement dans le football. On l'a lu, il y a eu une Coupe du Monde encore il n'y a pas longtemps qui a permis de mettre un certain nombre de sujets sur table. On en parle souvent. Après, encore une fois, c'est pas non plus le sujet est vaste. C'est pas non plus le même modèle économique que le football masculin. Malgré tout, on sait que... Le football masculin rapporte beaucoup d'argent, donc les joueurs peuvent gagner beaucoup d'argent. Le football féminin rapporte moins d'argent. C'est pas le même modèle économique. Donc on peut accepter qu'ils gagnent moins d'argent. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas le même modèle économique, que c'était un modèle économique malgré tout qui se développait. Et je le sais, hein, j'ai travaillé 8 ans pour le football féminin et j'étais aussi sur le nouveau modèle économique du football féminin. Maintenant, il y a, c'est vrai, un certain nombre de sports, sport pro, sport amateur, sport olympique, où on voit que, y compris au sein de leur propre fédération, il y a aussi des discriminations en termes d'aide à la performance, qui passe par le biais économique et financier, d'accompagnement même socio-professionnel, etc., etc. Et en effet, c'est souvent... alors, est-ce que les athlètes féminines parlent plus, en discutent plus, et qu'elles osent aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de sujets qui reviennent sur la table de ce profil-là, venant d'athlètes féminines, que d'athlètes masculins. Est-ce que le sport, c'est un endroit où on peut afficher ces différences
Avec peut-être l'objectif de mieux faire accepter les différences et donc qu'il y ait moins de discrimination, Marie Patouillet. Oui, mais c'est pas sans retombées. C'est difficile, je prends un exemple parce que par exemple vous êtes teint les cheveux de couleur de l'arc-en-ciel, on va dire le drapeau LGBTQ+, pour faire simple, et par exemple ça au jeu de Paris 2024, ça ne sera pas possible. Non, ce ne sera pas possible parce qu'il y a un règlement qui nous impose une neutralité dans nos engagements sociopolitiques et que je respecte là-dessus. Mais prendre la parole quand on est sportif de haut niveau en activité, c'est un poids supplémentaire. Après, c'est un choix qu'on fait. Moi, j'ai fait celui-là, en tout cas, de ne pas me taire et de raconter pour essayer de faire, ne serait-ce qu'un peu, bouger les choses. Frédéric Jossinet, sur cette prise de parole des athlètes qui sont dans leur carrière, est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Bon, on l'a vu encore récemment, j'ai envie de dire malheureusement, en fait. En Espagne. Bah, bien sûr. On a vu On l'a vu, si je veux dire, pardon, je vous interromps, hein, c'est très mal poli, mais on l'a vu parce que le geste d'embrasser cette joueuse au moment où elle récupère la Coupe du Monde a été vu par tout le monde. Oui, mais je suis persuadée malgré tout que si ça avait été... Vestiaire, on en aurait... On en aurait entendu, parce qu'il y a eu... Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, clairement. On ne peut plus passer à travers en fait, des faits, des dires de cette nature-là. Il y a une prise de conscience des athlètes féminines, mais pas que, hein, des athlètes aussi masculins qui sont aux côtés des athlètes féminines, qui ne laissent plus passer ça, ou en tout cas laissent de moins en moins passer ce genre de choses. Je suis d'avis aussi que on sent quand même naître des collectifs féminins très forts intersports. Je crois que c'est assez flagrant depuis quelques temps. Et des collectifs tout simplement aussi féminins, masculins. Il y a cette nouvelle aussi, quelque part, jeunesse qui arrive, qui ont été aussi éduqués avec une autre culture, une autre sensibilité, à travers justement ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on ne doit plus faire, ce qu'on ne doit plus dire non plus. Et du coup, tout ça est quand même en train de... Alors, je suis peut-être très optimiste, hein, mais je trouve quand même qu'il y a une vraie évolution. Et il faut qu'on accompagne justement cette évolution. Sur le baiser espagnol, est-ce que ça vous a quand même pas semblé étonnant qu'en 2023, il y ait ce geste, qu'en 2023, il faille plus d'une semaine pour obtenir, on va dire, la démission du principal intéressé, qui par ailleurs s'est fait applaudir par un ensemble masculin lors d'une assemblée générale? Alors déjà, ça a mis plus d'une semaine. Ça a mis plus d'une semaine. Ça a mis plus d'une semaine. Oui, il y a eu en effet, de voir des applaudissements lors de l'Assemblée générale, ça a choqué. Moi-même, j'ai été choquée, mais ça ne m'a pas surprise. C'est ça finalement qui est terrible. Ça ne m'a absolument pas surprise, et encore moins dans le football. Je vous le dis la vérité, encore moins dans le football. Mais c'est fini. Je pense que vraiment, il y aura un avant et après. C'est malheureux, mais il faut aussi passer par des moments comme celui-là. Et je pense qu'en effet, il y aura eu un avant, il y aura un avant et un après. Baiser lors d'une Coupe du Monde. Ce qui est malheureux, c'est qu'on parle finalement beaucoup moins du titre exceptionnel, hein, premier titre pour les Espagnols, de leur Coupe du Monde qui a été fantastique. Et pas que les Espagnols d'ailleurs. L'ensemble de la compétitivité finalement de la compétition a été extraordinaire. Mais et c'est venu un peu gâcher la fête malheureusement. Donc voilà, je pense que encore une fois, malheureusement, on parle plus de ça que du reste, que de la performance des joueuses, que de ce formidable événement qui a fait lever des foules et rempli des stades. Voilà, j'espère que, et je pense qu'on est beaucoup à l'espérer, que ça ne se passera plus jamais. C'est aussi votre sentiment qu'on a atteint avec cet épisode, ce triste épisode, un cap, et que ça va changer les choses? Oui, je pense que je suis du même avis que Frédéric. C'était déjà déplorable de voir cet événement se passer. Ce qui l'est encore plus, c'est de voir que je pense qu'aucune sportive n'a été étonnée de la réaction des hommes qui ont applaudi cet entraîneur.
On parle de la discrimination entre les hommes et les femmes. Il y a une discrimination qu'on n'a pas beaucoup évoquée. On est dans une France multiculturelle avec tout un débat de société sur la place justement de chaque culture, de chaque sentiment. Est-ce que le sport prend sa part? Est-ce que les fédérations prennent leur part dans la lutte justement contre ces discriminations-là et dans faire en sorte que tous les enfants, tous les athlètes, on va dire, de n'importe quelle culture puissent s'épanouir et, j'allais dire, dans n'importe quel sport qu'ils ont choisi? En tout cas, c'est les prérogatives d'une fédération. Les fédérations, c'est la loi 1901. Le premier article, c'est le développement de la discipline et l'accueil pour toutes et pour tous à pratiquer dans un cadre adapté avec des encadrants formés. Donc, une fois qu'on a dit ça, normalement, la priorité des fédérations devrait être celle-là. C'est clair que donner les moyens d'accueillir dans les meilleures conditions possibles n'importe qui en fait, mais tout le monde, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des vétérans, des valides, des paras, peu importe, j'allais dire, à partir du moment où on a cette faculté, parce qu'on met un certain nombre de choses en place pour pouvoir les accueillir, encore une fois, dans les meilleures conditions possibles à la pratique, je pense que déjà, on a fait un grand pas, un énorme pas, justement, pour gommer ces discriminations. Mais ça demande des moyens économiques, financiers, ça demande des moyens structurels et donc des moyens opérationnels et des ressources humaines aussi. Donc voilà, c'est et puis encore une fois, je pense qu'il faut aussi, j'allais dire, envoyer des bons signes, des bons signaux de la part de la fédération pour montrer une volonté, une priorité sur cette thématique. Est-ce que, on a cité plusieurs discriminations, est-ce que la manière de lutter contre, il y en a plusieurs des discriminations, est-ce que la lutte contre ces discriminations, en revanche, elle se passe toujours de la même manière? Est-ce qu'on peut cibler, par exemple, la discrimination contre les homosexuels? On va faire un type non, je pense d'éducation, de campagne? Ou est-ce que ce sont les mêmes remèdes alors que les mots semblent un peu les mêmes? Non, ce n'est pas les mêmes discriminations, déjà parce que chaque discrimination a son histoire. Le racisme n'a pas la même histoire que l'homophobie, tout comme le sexisme. En revanche, je pense que le point de départ, c'est de comprendre qu'un ou une athlète peut être à l'intersection de plusieurs discriminations et que c'est important que chaque fédé en fait, mette en œuvre cette lutte contre les discriminations, mais qu'il en fasse une lutte intersectionnelle. De voir la globalité en fait, de l'athlète. C'est pas parce qu'on va s'occuper de son handicap et qu'on va être inclusif dans son handicap qu'on va être OK sur tout le reste. Et sa performance ou son bien-être dans son club va dépendre aussi de tout le reste. Et donc c'est de partir d'un point de départ plutôt global et intersectionnel et de considérer toutes les discriminations. Après, non, le traitement de chaque discrimination n'est pas identique. Même question pour vous, Frédéric? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie. Chaque discrimination, toute discrimination par contre est interdite, doit être encadrée par la loi. Donc quand on n'est pas dans la loi, on est hors la loi de facto. Maintenant en effet, le traitement, l'accompagnement surtout, il y a les mots et les remèdes. Le traitement de chaque discrimination, mais surtout celles qui reviennent la plupart du temps aussi, y compris au niveau du sport, doit être accompagné, réfléchi, pensé, et avec des leviers d'action qui sont évidemment propres à chacune d'entre elles. Marie Patouillet, je vais vous citer pour conclure plus ou moins, et vous me direz pourquoi vous dites ça. Vous dites à un moment donné que si le sport bougeait aussi vite que la société sur la question des discriminations, ça serait super. Est-ce que vous trouvez que le sport ne bouge pas assez vite par rapport à la société sur ces questions de discrimination? Oui, je trouve que le sport manque d'inclusivité comparé à certains milieux sociaux existants aujourd'hui. Je reprends mon environnement sportif que j'ai choisi est inclusif. Le milieu dans lequel je vis en dehors du sport de haut niveau est inclusif. Pourquoi est-ce que le sport fédéral ne le serait pas?
Frédéric, entre ce rapport entre société et sport, souvent on dit que les deux sont indissociables, mais est-ce qu'il y en a un qui est à la traîne ou qui pourrait, qui est à la traîne de l'autre, selon vous? Moi, je dirais souvent qu'elles naviguent ensemble. On l'a déjà dit, je le redis, et c'est vrai, le sport, c'est vraiment le miroir aussi de la société. Je pense qu'on est un peu à la traîne en France, c'est vrai, on le voit dans d'autres nations, ça va beaucoup plus vite. Lesquels, pardon, comme ça, si vous avez les pays scandinaves, l'Australie, les États-Unis, on ne va pas tous les citer non plus. Mais oui, il y a un certain nombre de pays qui sont en avance. Il y a un certain nombre d'institutions au sein de ces pays aussi qui sont en avance, où il y a des considérations qui sont différentes, ou une prise en considération qui est différente. Donc oui, on est un peu à la peine. Mais il y a d'autres sujets comme ça en France. Mais maintenant, on a les Jeux aussi en 2024. On le dit, ça peut être un formidable, et même ça doit être un formidable accélérateur. Et on en a parlé pour un certain nombre de thématiques. On a dit remettre les gens au sport ou mettre tout simplement les Français au sport. Mais ça peut être aussi des leviers incroyables sur justement un certain nombre de thématiques, sur les discriminations, sur la jeunesse, voilà, c'est aussi tout ce travail et cette prise en compte de la thématique de l'héritage aussi qui vient impacter ce sujet. Donc bien sûr que on a des formidables quand même outils aujourd'hui, il faut s'en servir, il faut encore une fois par contre avoir la volonté de le faire et de le mettre en place. Oui. Marie Patouillet. Oui, il ne faut pas oublier que un sport discriminant, c'est un sport qui va exclure des jeunes, c'est un sport qui va exclure des athlètes. Ça veut dire que ce seront des personnes qui ne pratiqueront pas d'activité physique, ce seront des personnes qui n'iront pas en club, qui n'iront pas en association. Et en fait, ça va à laisser ces discriminations en place, ça va à l'encontre de ce que l'héritage de Paris 2024 a envie d'être. Frédéric Jossinet, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette au centre en fait de la société l'humain, tout simplement, les relations humaines. Donc quand on met l'humain au centre du jeu, c'est prendre en considération son profil, sa personne, bien évidemment, et puis ses identités et de l'accompagner à sa propre performance, mais aussi à son propre développement. Moi, aujourd'hui, en effet, c'est ce que je fais avec Human Fab. J'accompagne les personnes, les personnalités à leur propre performance, des athlètes de haut niveau, des athlètes plutôt amateurs, olympiques, l'industrie qui gravite autour aussi du sport. Et c'est ce qui est, je trouve, formidable, c'est qu'en fait, voilà, on met au centre l'humain, on l'accompagne avec évidemment son identité propre. Avec l'objectif des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, vous le citiez comme exemple, est-ce qu'on est selon vous en avance, en retard? Est-ce qu'il faut quand même se retrousser les manches justement dans cette lutte contre les discriminations? Il faut profiter de cet élan, mais comment vous le sentez, vous? C'est encore une fois Paris 2024 et même je vais dire, en général les grands événements en France, sport, mais il n'y a pas que le sport, la culture aussi, sont des leviers formidables pour servir de détonateur, pour prendre en considération entre autres les discriminations, mais on peut aller sur plein d'autres sujets bien évidemment. Et quand on dit que c'est un formidable détonateur, c'est que c'est une opportunité très clairement qui est là, qui est devant nous. Il faut le saisir, il faut la saisir. Marie Patouillet, les Jeux paralympiques de 2024 fin août, au-delà de l'objectif sportif, qu'on vous souhaite le plus doré possible, quelle est l'image ou ce que vous aimeriez qu'il se passe, tout simplement, au bord de la piste? Déjà pour le sport paralympique en général, j'aimerais que la visibilité qui va être donnée au sport paralympique motive tout le sport amateur, que ce soit associations sportives dans les écoles, que ce soit les clubs, de s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir encadrer des athlètes ou des jeunes en situation de handicap, pour que des enfants puissent avoir accès à plus de clubs qui sont capables de les accueillir. Aujourd'hui, il n'y en a clairement pas assez et les familles peinent
à faire en sorte que leur enfant s'épanouisse dans un sport avec leur handicap. Et ensuite, mais j'arrêterai pas après Paris, j'arrêterai le sport de haut niveau, mais j'arrêterai pas la lutte contre les discriminations. Que le sport soit plus inclusif, que chaque athlète, chaque sportif, qu'il soit amateur, pro ou de haut niveau, puisse exprimer sa singularité sans qu'il aille empiéter celle de l'autre. Est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin? On peut s'arrêter. Là, je me tourne vers Édouard. Merci beaucoup, Marie Patouillet, d'avoir participé à cette table ronde. Merci également à Frédéric Jossinet d'avoir apporté son expérience aussi des instances. Et je donne rendez-vous donc le 29 août pour les débuts des épreuves de paracyclisme. Merci beaucoup.